c'est penser les usages compatibles peut paraître pessimiste, parce que ce serait un aveu d'échec. Le culte n'attirant plus les fidèles, il faut penser un autre usage. La créativité et l'innovation également ont parfois du mal à se faire un chemin en paroisse. D'ailleurs, certains pensent que l'innovation ne peut pas venir des paroisses, mais plutôt des tiers-lieux d'église. Alors, il y a véritablement chez les communautés chrétiennes une conversion à faire pour se dire que le sujet de l'église bâtiment et son avenir est véritablement un sujet missionnaire. C'est vraiment ça ne doit pas être vu comme un problème, mais une chance, un défi. Donc, j'ai essayé de me mettre à la place d'une paroisse, de me dire qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait ce déclic, pour se mettre en route. Et je me suis dit qu'une boîte à outils avec des idées à piocher, très simple, peut-être trop simple, pourrait être intéressante, donc avec 10 étapes, qui va de la création d'une équipe jusqu'à la projection d'un projet dans 5 ans. Créer une équipe. Évidemment, on ne peut pas avancer seul. Le curé peut avoir de très belles idées, mais il ne peut pas avancer seul. Donc l'équipe est essentielle. Elle peut être bien sûr composée de paroissiens, mais aussi de gens plus extérieurs qui peuvent apporter une compétence particulière. L'EAP, l'équipe d'animation paroissiale, n'est-elle pas la plus apte à aborder ce chantier ? Bien sûr, elle est concernée au premier chef, mais elle a déjà tellement à gérer. Ses membres n'ont pas forcément tous la sensibilité ni l'envie pour travailler sur un sujet touchant aux usages du lieu de culte. Il faut donc chercher des personnes qui ont certaines compétences spécifiques. Par exemple, concernant les innovations, les nouveaux moyens de communication, la dimension culturelle, un état d'esprit ouvert. Nous connaissons tous des talents dans notre entourage, pas forcément pratiquants ni même chrétiens. Je pense qu'il y a des gens aussi extérieurs à nos paroisses et même non chrétiens qui peuvent avoir des bonnes idées. Cela peut être le directeur de l'école voisine, un membre d'une association de quartier, un chef d'entreprise. Le curé, faut-il un curé ou un prêtre dans cette équipe ? La question peut choquer, mais demain, des paroisses se retrouveront sans curé. Donc la présence d'un curé ou d'un prêtre est bien sûr possible, mais pas forcément essentielle. L'équipe missionnée pourrait préparer le terrain, défricher des thèmes, créer des dossiers et inviter le prêtre ou le curé pour des comptes rendus. Et il faut aussi peut-être se dire que le sujet usage compatible demande une nouvelle gouvernance, peut être aussi l'occasion d'une nouvelle organisation dans la paroisse. Des experts ponctuels peuvent être appelés. Les membres de l'équipe de réflexion pourraient lister des experts ponctuels à interpeller, par exemple des architectes, quelqu'un qui a déjà lancé un financement participatif, un porteur de projet écolo. La feuille de route, la première rencontre pourrait se baser avec les membres de cette équipe autour d'une question toute simple. Pourquoi les nouveaux usages de l'Église m'intéressent ? Et pourquoi développer des usages compatibles ? On ne se pose pas assez la question des enjeux. Pourquoi c'est important ? En autre étape, cartographier ma paroisse et ses usages, donc mini-états généraux du patrimoine religieux dans les paroisses, parce que les paroisses ne savent pas toujours de quel patrimoine immobilier elles disposent et à qui appartiennent les bâtiments. Il est important de faire le point sur le patrimoine immobilier, surtout pour savoir quels seront les différents interlocuteurs et partenaires potentiels. Ensuite, quelle est l'église de la paroisse la plus apte à accueillir des usages compatibles ? Cela peut être évident que ce soit une église qui est peu fréquentée, où il y a la messe que occasionnellement, mais pas forcément. C'est l'équipe missionnée qui peut aussi se dire que ça peut concerner, les usages compatibles peuvent concerner une église dynamique, mais qui veut réinventer sa manière d'être ouverte. On doit donc détailler les particularités de cette église, artistique, historique, quelles sont ses originalités, ce qui permettra de dégager un thème pour le nouveau projet. Ensuite, il s'agit de définir tous les usages vécus actuellement dans l'Église. On en fait la liste. Cela permet de faire le point sur toutes les activités et les acteurs qui œuvrent pour faire vivre l'édifice. C'est d'abord une étape d'émerveillement de tout ce qui est vécu et de toutes les personnes impliquées. Elles sont nombreuses. On peut peut-être même redécouvrir et être surpris de tout ce qui s'y vit. Concerts, conférences, pot de l'amitié, caté.
Donc, j'ai essayé en une image de voir tous les usages. Donc, la messe, la prière, concert, des rencontres de personnes comme des artistes, des repas. Donc là, il y a un goûter de Noël dans une église à Lille, exposition, travailler, se former. Donc là, c'est une école d'architecture qui était amenée à faire des dessins dans l'église du couvent des Dominicains de Lille. On peut également jouer. Aujourd'hui, c'est possible. C'est un escape game dans une église à Liévin, dans le Pas-de-Calais. On peut également faire la braderie de Lille à l'intérieur d'une église. C'est une journée par an, mais c'est à l'intérieur de l'église du Sacré-Cœur. Et quand il y a la messe, eh bien, le prêtre passe au milieu des bibelots. Et donc, la vente se poursuit. C'est très original. On peut également lire. Il y a parfois des petits espaces bibliothèques. Et on peut également manger. Suivre une visite guidée et faire bénir son chien. Donc là aussi, il faut une petite serpillière, mais là, c'est dans une église à Cambrai, l'église Saint-Roch. Initiative très originale. Donc, une fois qu'on a listé les usages, on peut aller aussi plus loin et vraiment poser en vérité combien d'heures par semaine l'église est utilisée. Combien d'heures par semaine l'église est ouverte et pour quel public fréquente ma paroisse. Cela permettra de se rendre compte que l'église est peut-être sans doute sous-utilisée. Ensuite, se rappeler de l'histoire de mon église. Valoriser l'histoire de l'église est essentiel dans ce processus de nouveaux usages. On ne gomme pas le passé. Et avant de se projeter dans tout projet dans le futur, il faut se rappeler de ses racines. Pourquoi cette étape qui peut paraître passéiste au moment où on va se tourner vers le futur? C'est aussi très psychologique, montrer que les nouveaux usages ne viennent pas effacer le passé, mais ce sont une continuité naturelle. Rendre hommage aux gens qui ont œuvré à ce que l'église, bâtiment, soit au service de la population depuis de très nombreuses années, c'est leur rendre hommage. C'est aussi une manière déjà de créer une dynamique collective avec les acteurs de la paroisse, mais aussi du quartier, avant qu'un projet final ne soit décidé. Et également, cela peut aussi permettre de faire que si, au final, on décide de se séparer de cette église, eh bien, cela se fasse dans une certaine paix, parce qu'on aura rendu hommage, on aura respecté les gens. Et il y a souvent des conflits à l'occasion d'une fermeture d'église, une vente. Alors, comment honorer ce passé? On fait des recherches, ça existe régulièrement d'ailleurs. On peut contacter les anciens de la paroisse, collecter la mémoire de l'église avec des photos, des articles de presse, des témoignages. On peut demander de l'aide, c'est une occasion d'aller voir à l'extérieur dans le quartier, de l'aide de l'école, des groupes de caté et de l'association locale historique par exemple. Le but à la fin serait de constituer un document pour alimenter un livre d'or, une exposition, un film, un concours photo, un temps fort. Autre étape, une fois qu'on s'est attardé sur l'église, c'est aussi connaître son quartier, décrypter dans quel environnement s'implante l'église. On dit toujours le clocher au milieu du village. Donc l'église n'appartient pas qu'aux paroissiens. À qui appartient l'église? Émotionnellement, il faut se dire que l'église appartient à un quartier, à une ville. Et si on part de ce principe, ça veut dire qu'on est obligé de repenser les usages, puisqu'il faut qu'elle soit ouverte aussi à un public plus varié. Pour décider d'un nouveau projet, il faut qu'elle réponde à 2 critères: le sens de la mission décidée par l'équipe paroissiale, mais aussi les besoins du territoire. Donc on mène une enquête. Comment l'église s'inscrit-elle dans son territoire? Quels sont les lieux qui l'entourent? Il faut faire une diagnostic à l'échelle du quartier, les commerces, les entreprises, les écoles. Ce qui amènera d'autres questions. Que manque-t-il au quartier? Et comment créer du lien entre tous les lieux voisins? Est-ce qu'il y a déjà des partenaires? Est-ce qu'il y a déjà des interactions entre l'église et ses voisins ou pas? Si par exemple le quartier a besoin d'un lieu de rassemblement musical, d'un espace bibliothèque, il est important de le savoir pour être au service de la population
et dans un deuxième temps pour être sûr que le projet attire du public. Alors le nouveau projet décidé dans l'Église sera vraiment pertinent. Autre étape, les réseaux. De nombreux réseaux existent, il ne faut pas rester seul, et ces réseaux peuvent aider à avancer. Par exemple, on en a parlé ce matin, le réseau Église ouverte, qui est un premier pas dans la volonté d'être plus ouvert et même de se former à l'accueil. Cela mobilise les paroissiens, oblige à se poser des questions, donne une visibilité de l'édifice à travers une communication large, un site internet et des interactions entre les lieux. Et on a vu aussi depuis ce matin que le réseau de ceux qui pensent l'usage compatible se développe. La Fondation du patrimoine a lancé le prix Sésame. Donc l'équipe missionnée, une de ses premières réunions, ça peut être tout simplement de prendre la liste des lauréats du premier prix Sésame et de lire ensemble les projets. Comme ça, on s'inspire, on découvre des portraits et on comprend mieux ce que sont les usages compatibles. On peut aussi, dans un deuxième temps, créer un nouveau réseau avec les personnes intéressées par le sujet de l'usage compatible, rencontrer les acteurs incontournables comme la mairie, les acteurs du quartier, mais également en église d'autres personnes que les paroissiens, les laïcs en mission ecclésiale, et les mouvements sur le secteur, ils ont aussi des choses à dire, c'est aussi leur église. Rencontrer des lieux phares. Visiter, pour moi, on ne va pas assez à la rencontre, on ne sort, quelque part j'invite à sortir de l'église pour aller humer le vent du monde pour mieux revenir dans l'église. Donc visiter des projets et des lieux innovants est une richesse qui peut inspirer. Je vous invite à aller faire un escape game avec vos enfants ou petits-enfants, à participer à une visite guidée de musées avec des acteurs en costume, à rencontrer des créateurs de start-up écolos qui parfois font des conférences, à aller dans une donnerie, une ressourcerie. Aux Journées du patrimoine, on peut découvrir des projets. Découvrir des projets extérieurs peut inspirer des nouveaux usages, des nouveaux projets dans l'Église. Certaines églises ont une nouvelle vie originale. Par exemple, donc là, ce sont des exemples d'églises désacralisées, le couvent à Roubaix, qui propose une halle gourmande et des rendez-vous festifs, ainsi que des commerces, donc dans un ancien couvent. L'église Saint-Louis de Tourcoing, désacralisée, est devenue le phare. C'est un lieu qui propose des concerts, des rendez-vous d'artistes, mais également des séminaires d'entreprise. C'est un lieu intéressant au niveau architectural, car un étage a été créé pour de petites salles conviviales, avec le souci de la réversibilité. Aucun trou n'a été percé. Si jamais il faut partir, le propriétaire démonte et le lieu est respecté. Le couvent des Clarisses de Roubaix, racheté par la mairie de Roubaix, est devenu un lieu culturel autour du zéro déchet, avec des rendez-vous réguliers ouverts au quartier. Et également un lieu non désacralisé, une église toujours vouée au culte, l'église Sainte-Marie-Madeleine de Lille, qui héberge depuis 2001 une exposition, La Cité de l'Évangile, qui propose donc de découvrir des témoins de la foi. Plus largement, il y a beaucoup de lieux dans notre quotidien qui vivent déjà l'usage partagé. Et je pense qu'on en fréquente tous. Des bars qui accueillent des jeux, des commerces avec des ateliers, des lieux culturels qui accueillent des événements festifs. Notre société semble avoir besoin de l'usage partagé. Il faut peut-être, je vous propose de nous arrêter sur les bienfaits de l'usage partagé. Dans la société, on peut dire écologiquement et économiquement, on minimise les déplacements, on se laisse surprendre, on rencontre des gens différents. Autre question psychologique, pour aller plus loin, dans une société où l'on court tout le temps, on peut trouver dans un même lieu une certaine unité et une certaine. Je pense que ça participe à une certaine paix. Chacun y trouve sa place et en plus c'est intergénérationnel puisque les adultes peuvent trouver une activité et les enfants aussi. Souvent il y a des jeux pour les enfants. Donc si on listait les bienfaits de l'usage compatible dans la société, on pourrait aussi se rendre compte que y répondre dans nos églises, c'est vraiment il y a vraiment un intérêt. Se mettre en état de marche, c'est aussi s'informer. Qu'est-ce qui existe déjà comme usage compatible dans mon diocèse, en France ?
Et donc, sur ce chemin, on va pouvoir lancer la vidéo. Moi, j'ai des... qui est... Il y a un lien à côté de... Non, le lien, il est dans le document que vous avez vu. L'église botanique. Donc, j'ai découvert, en cherchant différentes idées pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire dans nos églises de beau. Voilà. Alors ça c'est une petite pépite. Et les églises botaniques de Marguerite de Châtel-Perron, qui était à l'époque étudiante à l'école du design de Nantes en 2017. Elle a eu l'idée d'un projet virtuel. Donc ça n'existe pas en fait, ce qu'on voit. C'est uniquement une recherche virtuelle, mais elle a rencontré plein de gens. Elle a fait, elle a listé un budget pour savoir comment installer dans une église un parc familial où l'on peut se reposer, profiter d'une fontaine. Et moi, à chaque fois, je la regarde. Ça fait des dizaines de fois que je regarde cette vidéo, que vous pouvez retrouver sur YouTube très facilement. Vous tapez Église botanique. Et donc là, bien sûr, elle a travaillé sur un code d'études d'église désacralisée. Mais pourquoi pas un espace jardin vraiment dans une église qui reste dédiée au culte. Alors, donc voilà, donc là l'information. Autre idée, on peut inviter ces porteurs de projets, par exemple le responsable qui a lancé le phare à Tourcoing, à une rencontre où l'on abordera plus en détail des questions précises sur l'argent, l'organisation, les difficultés, les travaux. Autre idée, chaque membre de l'équipe missionné vient présenter un lieu qu'il connaît, qu'il aime, qu'il intrigue. Chacun présente son idée dans l'équipe. À l'issue de la réunion, on vote et on prépare une visite dans le lieu gagnant. Une fois visité le lieu, on débriefe. On débriefe et on se projette. Serait-ce possible d'adapter le projet visité dans votre lieu de culte ? Pourquoi ? Établir un plan de communication. C'est aussi important de faire le point parce qu'un tout nouveau projet demandera une communication beaucoup plus détaillée. Donc on fait le point sur les outils existants. Beaucoup de paroisses ont déjà bien sûr un site internet, une page Facebook, mais les deux sont-ils alimentés régulièrement ? Est-ce qu'il y a des photos, des vidéos ? Qui a les mots de passe du site internet et de la page Facebook ? Parfois, une personne s'en va et on ne peut plus alimenter le site. Est-ce que le design du site est suffisamment porteur ? Et donc là, ce qui est intéressant dans cette étape, c'est qu'on va aller chercher des animateurs de réseau qui sont des jeunes. Et les jeunes, je pense qu'ils pourraient fortement nous aider à développer une communication vertueuse, efficace. Et il faut aussi se rendre compte que les sites internet, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est la première porte d'entrée de nos églises. Pour beaucoup de gens, quand ils veulent une information, ils ne vont pas forcément se déplacer, mais ils vont chercher des infos sur Internet. Donc il faut qu'on soit à la hauteur. Je propose également des questionnaires, parce que je trouve que c'est un outil facile, qui est simple, qui est consensuel. Et donc, élaborer un questionnaire pour aller à la rencontre des gens, des paroissiens, mais également des non-paroissiens, des voisins, des mairies, ça peut aider à élaborer un projet. Donc, avec plusieurs étapes. Il faut d'abord créer, bien sûr, des questions selon le public qu'on a repéré. Ensuite, la diffusion, de plusieurs manières. On peut remplir le questionnaire à l'église à la fin de la messe, mais également par mail, en porte-à-porte. C'est une occasion d'aller à la rencontre des gens du quartier, ou en allant à la rencontre des acteurs de différents lieux en reconversion. On définit un nombre de personnes pertinents. On fait attention à toucher une diversité de milieux et d'âges. J'ai essayé de noter quelques questions qui pourraient être intéressantes à partager. Donc, on intègre dans ce questionnaire aussi les enfants du caté, les futurs mariés, les familles en préparation de baptême et les habitants du quartier par le biais d'instances comme centre social, par exemple, ou association. Étape dépouillement
intéressant pour dégager une analyse globale avec sans doute des pépites dans les propositions. On peut être accompagné par des professionnels dans cette étape, qui est quand même déterminante, par exemple par des étudiants en sociologie. Organiser des temps forts, des points d'étape, parce qu'il faut avancer, donc réunir en cercle plus large que la première équipe des gens différents du quartier, mais aussi avec des personnes décideuses comme la mairie. C'est une étape également importante. Par exemple, on peut prévoir le compte-rendu du questionnaire, de l'audit du quartier, des premiers éléments qui attirent l'attention pour un futur projet. L'Assemblée générale annuelle de la paroisse peut être l'occasion d'aborder cette question. On peut également réunir les gens autour d'un événement, autour de la célébration de l'historique de l'Église, ce dont on parlait au début, un petit reportage vidéo, une présentation de photos, le lancement d'un livre. Autre idée, un concours d'architectes avec des ateliers, parce que les architectes sont et seront des partenaires intéressants pour les usages compatibles quand il faudra soit découper l'espace, soit gérer des questions comme le chauffage, par exemple, qui est quand même un des écueils parfois quand on veut accueillir du public l'hiver. Donc pour les architectes, on peut en réunir quelques-uns et leur poser la question comment redéfinir l'espace de l'église pour aider à de nouveaux usages. Une école d'architectes pourrait aussi aider en donnant un cas pratique à ses élèves d'églises non désacralisées. Je le mentionne parce que ça a déjà été fait avec l'école d'architecture de Lille, mais pour une église désacralisée, l'église Saint-Gérard de Wattrelos. Donc les jeunes ont réalisé des maquettes très intéressantes. Autre possibilité, un speed dating avec des porteurs de projets. Alors dans la société civile, un vrai speed dating est un rendez-vous amoureux où les personnes ont 7 minutes pour séduire plusieurs inconnus et décrocher une autre rencontre. Donc pourquoi pas un speed dating du patrimoine, de l'usage de l'église, où des porteurs de projets qui ont une idée viennent pendant 7 minutes présenter leur projet devant les paroissiens. Ensuite, donc voilà, donc là, les quelques idées rassemblées. Et donc écrire cette fameuse projection dans 5 ans, un scénario du futur, est un exercice pour visualiser des objectifs et amener des ondes positives à sa réalisation. Comment voyez-vous votre église dans 5 ans ? Moi, je me souviens quand j'étais au collège, on m'a posé la question, mon prof de français, quelle est l'école dont tu rêves ? Et on avait passé, tous mes petits camarades et moi, 1 heure à écrire et à dessiner. Et j'avais adoré ça, pourquoi pas ? Quelle est l'église dont tu rêves ? Donc on pourrait demander, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut demander aussi aux enfants de participer, aux enfants du caté. C'est un exercice que toute la paroisse peut mener. Et ensuite, on peut organiser un scénario, un vote du meilleur scénario et éventuellement s'en inspirer. Donc là, c'est les 10 points, les 10 points à piocher. Mais il pourrait y avoir une autre étape. Et donc, j'ai interpellé le père Morna sur la proposition de créer un label. Parce que les actions de terrain sont déterminantes, mais l'instance, je ne sais pas si on peut dire l'instance hiérarchique ou décisionnaire, si elle donne un coup de pouce, sans rien imposer, ça peut aider à avancer. Et la démarche Église verte est sans doute un bon exemple à suivre avec un label. L'intérêt d'un label. Rassurer ceux qui hésitent. Donner des idées. Donner des outils. Avec des éléments de méthode à piocher. Créer un réseau. Se connaître entre paroisses en mouvement. Dédramatiser pour avancer sereinement. Accompagner en répondant aux questions, aux doutes, faire remonter les initiatives. Quel fonctionnement pourrait avoir ce label ? Eh bien, on peut se baser sur le fonctionnement du label Église verte qui a beaucoup fait avancer la place de l'écologie intégrale dans nos paroisses. Donc, un questionnaire aussi. Le label Église verte se base sur un questionnaire très, très complet comme première étape. Il y a également des référents, une carte, des infos, des formations visio sur tel point précis pourraient être organisées, par exemple la loi 1905, les conventions d'usage,
Comment découper un espace architecturalement? L'aménagement liturgique dans le cadre d'un usage compatible. Quel pourrait être le nom de ce label? Usage partagé ou compatible? Je pense que ces termes évolueront peut-être encore parce qu'ils ne sont pas forcément à la hauteur de l'enjeu. Donc, le label, à titre d'exemple, le label écologie intégrale a opté pour une couleur, le vert. Donc voilà, il reste à plancher pour trouver éventuellement un nom s'il voit le jour. Et en conclusion, pour développer l'usage compatible dans les églises, il faut rassurer et offrir un cadre souple qui permet d'avancer. L'enjeu est énorme, ouvrir nos églises à un public plus large. Et là, on peut se reposer la question de pourquoi c'est important, pas seulement pour sauver des bâtiments, mais pour offrir un véritable service à la société, avec des projets qui resteront pilotés par la communauté chrétienne. C'est important aussi. L'usage compatible redonnera aux églises leur rôle phare, rassemblés au service du bien commun. Nous en avons tous bien besoin, alors partage ton église. Anne-Sophie, merci beaucoup. Vous restez avec moi. Joël Beaugrasset, est-ce que vous voulez bien revenir, s'il vous plaît, pour le nouveau temps d'échange maintenant? Merci beaucoup de ce que vous venez de nous partager. J'inaugure, si vous voulez bien, ce temps de partage avec 5 minutes d'avance, c'est très bien. Vous pouvez vous mettre ici. Hop, voilà. J'inaugure ce temps d'échange avec un compliment. Ce que j'aime beaucoup dans votre proposition, c'est qu'en fait, vous invitez les communautés chrétiennes à non plus être passives, mais à être proactives. C'est-à-dire à faire que les nouveaux usages soient suscités par la communauté chrétienne elle-même, qui s'interroge sur l'usage qu'elle a de son patrimoine, alors, même si elle n'est pas propriétaire légalement, mais qu'elle est propriétaire de fait, faire qu'on soit un peu proactif sur ces questions-là et qu'on n'attende pas finalement que les situations s'imposent à nous et nous contraignent finalement à consentir malgré nous à un usage compatible. Par définition, ça veut dire, vous l'avez dit vous-même, que ça appelle les églises locales à de la créativité, à de l'inventivité, à de l'innovation. Vous avez même utilisé un terme qui est très fort, mais à mon avis, il est juste, parce qu'il est de ce registre-là, la conversion. Et voilà. Et il faut aussi peut-être reconnaître qu'on a certaines lourdeurs dans nos systèmes qui ne favorisent pas cette créativité, cette inventivité, cette innovation, voire cette conversion parfois à opérer. Mais je trouve ça très intéressant parce que vous le placez justement dans une optique qui est pour moi juste, c'est que cette optique, elle est missionnaire. Elle est d'être à l'écoute finalement des besoins de la société et ce faisant d'essayer d'y répondre. Et je crois que l'Église n'est jamais aussi bonne que lorsqu'elle répond aux attentes de l'humanité en besoin. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est particulièrement bien vu dans ce que vous dites. Ne pas attendre que les usages compatibles s'imposent à nous, mais être un peu proactif sur ces sujets-là. Je prends un exemple tout bête. Jean-Marc, qui est du diocèse de Périgueux, voit de quoi je vais parler. Moi, j'ai toujours un peu peiné dans mes affaires paroissiales à être finalement très passif sur les propositions culturelles. Quand vous êtes curé, affectataire, oui, vous recevez, au même titre que vous recevez des demandes de baptême, des demandes de mariage, des demandes d'obsèques, vous recevez des demandes de concert. Et moi, ce qui m'a toujours gêné, c'est qu'un diocèse ne soit pas capable de s'organiser pour avoir lui-même une programmation culturelle. Comment se fait-il qu'on soit perpétuellement dans l'attente de la demande de groupes qui veulent organiser des concerts dans les églises, alors qu'on ne soit pas capable nous-mêmes d'être actifs sur ce sujet-là et d'organiser notre propre programmation culturelle? Alors on va me dire, oui, mais les curés ont autre chose à faire, etc. Mais d'accord, mais il y a quand même bien des compétences dans l'Église. Et s'il n'y a pas des compétences dans l'Église, ce que j'aime bien aussi ce que vous dites, c'est qu'on se met à l'écoute de la société. Parce qu'on n'a peut-être pas des paroissiens du premier cercle, même des paroissiens du deuxième cercle, qui sont donc capables d'organiser des choses comme ça, mais des paroissiens, des catho-friendly, ou ce que vous voulez, qui sont du troisième ou quatrième cercle, là, je suis sûr qu'on peut en trouver pour être capable de faire une programmation à l'échelle d'un diocèse, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui me semblait très intéressant dans ce que vous dites. Et là aussi, pour lancer encore la discussion, les échanges, le débat avec vous, sur le label, je serai un peu plus réservé. Je serai un peu plus réservé parce que ça me semblait très difficile à mettre en place, sauf qu'en revanche, je
pencherais beaucoup plus pour une autre forme de label qui soit avant tout à l'échelle d'une grosse paroisse nouvelle, hein, comme on en a quasiment tous aujourd'hui, c'est-à-dire 25-30 clochers, c'est-à-dire grosso modo la fusion de 2 anciens cantons, ou, enfin, vous voyez à peu près l'échelle territoriale que j'évoque. C'est qu'à mon avis, le diagnostic qui serait encore plus intéressant à porter, ce serait à l'échelle de ces nouvelles paroisses de savoir quels sont les usages compatibles qui pourraient être propres à chacune des églises. À chacune des églises. De même qu'à l'échelle d'un canton, là je parle d'un conseiller départemental en plus, mais de même qu'à l'échelle d'un canton ou d'une circonscription, on est capable de se dire, tiens, ce serait quand même bien que sur le canton, on ait un cabinet médical et qu'on ait une pharmacie, et que les deux ne soient pas nécessairement dans la même commune. De même, ce serait peut-être bien aussi qu'on soit capable, nous, paroisses et diocèses, de penser les usages compatibles non pas à partir d'une église, mais à l'échelle d'un canton ou de plusieurs paroisses. Et de se dire que telle église, elle est plutôt identifiée en plus du culte, elle peut être identifiée par exemple pour les concerts, parce qu'elle a véritablement une acoustique et une architecture sonore qui fait que les concerts sont supportables là. Et qu'en revanche, telle église, parce qu'elle a un style architectural qui lui est propre, parce qu'elle a des œuvres d'art qui lui sont typiques, celle-ci, à mon avis, elle peut être dédiée, en plus du culte, à de la médiation culturelle. Que celle-ci, parce qu'elle est de plein pied et parce qu'elle est dans un quartier défavorisé, elle peut, en plus du culte, être clairement députée à toutes les questions caritatives et solidaires. Et à mon avis, c'est plutôt en ce sens-là que je... Voilà, maintenant j'ai tout dit, je vous laisse discuter, répondre, échanger. Qui veut prendre la parole? C'est parti. Pour revenir sur un exposé précédent, sur le Church Ping, je travaille avec les agences de tourisme du département de l'Aisne qui veulent faire venir des touristes autour des églises fortifiées qui sont une particularité architecturale dans une partie du département. Et les personnes de l'Office du tourisme ont été enthousiasmées par le Church Ping pris dans des églises anglicanes et ne se sont pas forcément rendus compte que c'était lié à une notion de pèlerinage. Et donc que la population qui vient dormir, elle est choisie puisqu'elle fait un pèlerinage. Et pour les personnes de l'Office du tourisme, il y a eu oubli ou inattention de l'ensemble de l'information à prendre. Et elles sont parties sur un seul volet du projet, le fait de dormir dans une église. Ça suppose toute une organisation quand même assez compliquée et puis un comportement correct vis-à-vis des lieux. Voilà. D'autres questions, réflexions, remarques? Oui, ça faisait longtemps. Voilà. Je m'interroge, c'est volontairement provoquant, oui. Comment continuer de justifier qu'on interdise aux touristes de la cathédrale de Strasbourg de venir avec leur vin chaud en été et en hiver et leur glace en hiver, et leur glace en été, pardon, si on multiplie les apéritifs et les repas dans les églises? Est-ce que le droit canon permet, oui ou non, de manger dans les églises? Ah. Il ne l'interdit pas, donc on peut partir du principe qu'il l'autorise. C'est QFD. Oui. C'est toujours à l'occasion d'événements particuliers, les dîners aux chandelles des couples du parcours, du parcours Alpha Couple. Voilà, c'est pas toute l'année, c'est pas tous les jours. Les pots de l'amitié, à l'issue d'une célébration, c'est la galette des rois. La galette des rois, voilà, c'est souvent ça, quand même le goûter de Noël pour les personnes en précarité dans un quartier à Lille. Bon, voilà, ça reste, pour moi, bon, ça contribue quand même à une convivialité de l'Église dont on a besoin en tant que paroissien, mais dont les gens ont besoin aussi. Parce que parfois, on ne mesure pas à quel point les gens hors Église, qui ne sont pas pratiquants, ou même qui ne sont pas croyants, ou même qui sont d'une autre religion, ils manquent de peu de choses pour qu'ils rentrent dans une Église. Et donc, tous ces éléments de convivialité comme des repas ou des pots de l'amitié, ça contribue à cette image d'accueil. Oui, alors toujours le Béarn. Je vais reposer la question, peut-être dans d'autres termes, que j'ai posée en début de journée, à propos de la partition de l'espace. Et vous m'avez dit qu'on reviendrait dessus. C'est vrai que là, on a eu de multiples exemples. Moi, je vous demande comment
arriver à mettre en rapport ces propositions qui sont faites et d'une part la notion juridique de dédicace et d'autre part la situation de plusieurs paroisses dans lesquelles apparaissent de plus en plus des cordons rouges qui séparent le chœur du reste de l'église avec interdiction d'entrée, et je ne dis pas si on est une femme. Voilà, alors toutes ces questions-là se chevauchent. Sporgersi. Voilà. Oui. Oui. Mais là, je suis au pied du mur, hein, je suis obligé de vous répondre maintenant, parce que c'est... Oui. On en discute tout à l'heure. Merci. Oui. Je veux bien répondre. C'est une particularité actuellement béarnaise. Mais sur la partition de l'Église, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on n'a pas la réponse. Comment on va découper un espace architecturalement si on décide qu'il y ait plusieurs usages? Et j'en sais rien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de réunir des gens qui n'en savent rien non plus et de les mettre ensemble. Et ensemble, on a plus d'idées. Et bien sûr, on va essayer d'avancer sereinement avec un cadre juridique, avec des architectes. Mais ce qui est bien, c'est d'être dans ce moment où, quelque part, tout est possible. Et on ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est vrai que ça fait peur. Et donc, parfois, ça nous bloque. Mais parfois, quand on ne sait pas, c'est aussi une chance d'aller chercher d'autres personnes qui ont d'autres compétences et qui ont d'autres envies, et peut-être une idée en amènera une autre, et on ne sait pas, mais c'est super, le chemin, il est ouvert, quoi. Joël Bougrassé. Oui, à l'issue de l'audition, quand on s'est vu il y a environ 2 mois, comme on avait un petit peu de temps et que vous étiez fort accueillant, nous sommes allés jusqu'à la chapelle au-dessus. Et en arrivant dans la chapelle, à ma surprise, il n'y avait effectivement pas toutes les chaises à la suite ni des bancs. Et vous nous avez expliqué la façon dont vous avez travaillé pour réhabiliter cette chapelle, notamment avec une architecte d'intérieur. Vous citerez son nom parce que je ne l'ai pas en tête. Et vous avez donné une définition de cette... liturgie pèlerine. Voilà, très bien. Donc... voilà un élément. Enfin, je me disais, on a quand même la chance aussi d'avoir une façon de le voir en direct. Une autre présentation de la liturgie qui est ici, chez vous. Et après, d'une manière un peu taquine, je vous ai posé la question en vous disant, bon, ben voilà, ceux qui sont encore restés plutôt conciles avant les années 60, qui n'ont peut-être pas encore la liturgie pèlerine en tête, comment que ça se passe? Donc déjà à l'intérieur de l'église, c'est déjà pas rien. C'est vrai que quand on ramène en plus de cela des gens en périphérie, c'est bonjour les dégâts. Mais c'est comme ça. En plus, si je prends au pied de la lettre, ou tout au moins au pied de la parole, ce qu'a dit le pape François dernièrement aux jeunes à Lisbonne, il leur a dit « mettez la pagaille dans les églises ». Donc moi, si j'étais jeune, il ne faudrait pas me le dire 2 fois. Hein. J'aime autant vous le dire. Hein, parce qu'à 50 ans, je ne suis encore pas très sage. 50 ans 53. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Valérie Barbier, de Toulouse. De Toulouse, oui. Juste une question purement matérielle. Lorsque l'on demande l'aide du CAUE, est-ce qu'il y a des honoraires? C'est pour les maires que j'accompagne bien souvent, les maires désemparés. Alors, théoriquement, le conseil est gratuit. Mais quand je parle de conseil gratuit, c'est avec nos conseillers que l'on a en interne, mais il est vrai que si on a recours à un programmiste et d'autres personnalités périphériques, la prestation, elle est payante à ce niveau-là. Mais sinon, l'accompagnement, théoriquement, les salariés des CAUE sont financés par une taxe d'aménagement, comme je vous le disais au départ, et ce qui permet quand même de diminuer la facture et de donner une capacité de relation autre, dans un premier temps, avec un élu. Oui. Jacques Millard, diocèse de Reims, une question sur les CAUE. Les CAUE interviennent-ils sur les édifices inscrits ou classés? On intervient sur tous les édifices. Alors, dans ce cas-là, comment les diagnostics que vous faites se combinent avec ceux que font les UDAP et les DRAC? Se combinent, vous voulez dire? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, l'UDAP et la DRAC vont dire « Ah ben, le CAUE fait un diagnostic, je le fais mien » ou
en plus faire mon propre diagnostic. Et puis dernière question, mais bon, malheureusement je crois avoir la réponse. Un CAUE d'un département peut-il intervenir sur une commune d'un département voisin, même sur une commune très limitrophe, par exemple? Bon, alors... Où il n'y a pas de CAUE. Où il n'y a pas de CAUE. Oui, voilà. Sur le premier sujet, il y a quand même aussi une histoire d'hommes et de femmes. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y avait des problématiques de caractère, où quelquefois, des personnalités diplômées se trouvent en supériorité intellectuelle par rapport à un élu ou à une structure qui est associative ou je ne sais quoi. Donc ça, et je pense que les questions d'ego dans l'architecture, c'est quand même quelque chose. En architecture, c'est soit on a des architectes introvertis, c'est-à-dire très discrets, très humbles avec leurs travaux, et puis il y en a des autres, à côté, nous, on n'est pas grand-chose. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et donc, il faut composer avec ces caractères-là, plus qu'avec des questions de règles. Dans le meilleur des mondes, un diagnostic de CAUE va obligatoirement se dire, si c'est un bâtiment inscrit ou classé, je vais avoir recours au conseil ou à l'intervention de l'architecte des bâtiments de France, ou bien dans le cadre du diagnostic, on va travailler avec un architecte du patrimoine, puisque donc il n'y a qu'une seule école en France qui dispense la formation d'architecte du patrimoine, qui est l'école de Chaillot. Et donc, comme il n'y a qu'une école, au moins, théoriquement, il ne devrait y avoir qu'une seule pensée, entre guillemets. Mais nos cerveaux interagissent et après, c'est là que ça se gâte. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, théoriquement, un architecte du patrimoine issu de l'école de Chaillot a la capacité de diagnostiquer un sujet, qu'il soit dans le nord, le sud, l'est, ouest ou en France ultramarine. Mais au-delà de ça, sa question et sa capacité humaine à vouloir travailler avec un CAUE ou travailler avec d'autres personnes, ça c'est un autre sujet. Et donc ça vient avant tout une qualité humaine. Et donc l'élu a toute sa place là au milieu, à dire c'est moi le chef et c'est moi qui paye à la fin. Le maître d'ouvrage, c'est moi. Donc on va déjà mettre tout le monde d'accord. Si moi, le maître d'ouvrage, je ne fais rien, eh bien, tous vos discours et vos mésententes, on les laissera de côté, et puis c'est tout. Voilà. Donc, le deuxième sujet sur le conseil en périphérie, vraiment limitrophe, dans ce cas-là, il faut que ça se fasse dans un café ou au moment d'un casse-croûte, comme ça, on n'aura rien vu. Mais sinon, l'objectif est de faire en sorte quand même que l'on puisse couvrir toute la France avec des CAUE, et que les élus des départements qui n'en ont pas comprennent qu'à un moment donné, il serait judicieux de constituer un CAUE. C'est pas ça qui va ruiner la collectivité. Et c'est quand même toujours bon pour l'architecture, l'urbanisme et l'environnement du département. Amen. Bien. Une dernière question. Oui, deux, allez. Alors, Dominique Côte d'Armor, diocèse de Saint-Brieuc. J'avais une question technique, mais ça concernait Benoît de Sagazan qui vient de partir. L'église qui nous a montré, qui a brûlé et qui a été transformée et partitionnée, en fait, a-t-elle été désacralisée après l'incendie et resacralisée après? Et serait-ce la solution, bien sûr, avec négociation préalable, Alors, non, à la désacralisation? Je réponds à la question à la place d'Anne Violaine qui pourrait y répondre. C'est que dans ce cas-là, il y a transfert d'affectation. Je ne parle pas de sacralisation qui est un rituel liturgique, etc. Je parle de l'affectation légale au culte. Dans ce cas-là, on parle de transfert d'affectation. C'est-à-dire que le bâtiment qui était légalement affecté au culte a été démoli, dommages de guerre, incendie, ce que vous voulez, etc. Il est reconstruit et donc il y a simplement un transfert d'affectation. Anne Violaine, tu confirmes? Oui, je confirme. C'est une décision jurisprudentielle qui permet de reconstruire. Et dans ce cas, l'affectation qui grevait l'ancien édifice se retrouve dans l'édifice qui a été reconstruit en lieu et place. Même si, en lieu et place, même si le lieu et la place est décalé de 10 mètres ou 20 mètres. Je pense que oui. Donc c'est la solution. Donc, ça peut être la solution. La solution de transformation de certaines églises. Mais pas pour un nouvel usage. Non, parce que vous pouvez très bien avoir un usage compatible aujourd'hui. Enfin, il faut... Oui. Un dernier doigt, oui. Oui, juste en tant que président du CAUE justement des Deux-Sèvres, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué donc le conseil... C'est le congrès national des CAUE peut-être. On va vous laisser si vous voulez. Pas, mais... Vous éteindrez en partant. Nous faisons du lobbying. Non, c'est vrai que sur le... Donc on a effectivement
la demande, elle vient vraiment des communes, hein, c'est-à-dire le conseil aux communes, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque effectivement, dans les communes rurales, c'est très difficile effectivement de faire face à toutes les problématiques. Mais aussi, on a un rôle au niveau du CEE, au-delà de la sensibilisation, de formation. Donc, c'est vrai qu'on va proposer, par exemple, nous, dans notre département, un cycle de formation à destination des élus, puisque c'est quelque chose qui nous paraît important, et d'avoir aussi des formations très pratiques avec comment avoir un carnet de suivi des églises, avoir une formation qui se passe au sein d'une église pour voir effectivement quels peuvent être les désordres, enfin, quelque chose qui permette aussi d'assurer un suivi d'entretien pour effectivement avoir après ce travail de travaux de priorisation. Mais déjà, effectivement, passer par une phase de formation, ça nous paraît important, surtout qu'un certain nombre de CAUE sont agréés pour la formation auprès des élus. Donc c'est important. Merci beaucoup. Nous sommes pile dans les temps, il est 17h. Je remercie mon invité de droite, mon invité de gauche. Merci beaucoup. Nous accueillons quasiment pour clore la journée avec un joli pas de côté Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris, pour un sujet qui bien évidemment intéresse les CDAS, le chantier du siècle. C'est comme ça qu'on l'évoque, c'est comme ça qu'on le présente depuis 5 ans maintenant. Dis-nous, cher Olivier, comment va la grande dame, la vieille dame ? Comment se porte-t-elle ? Est-ce qu'elle va bien rouvrir comme prévu fin décembre ? Non, j'imite plus ta signature. Tu n'es plus secrétaire général ici, ça ne m'intéresse plus. Voilà, dis-nous tout, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup Gauthier de m'avoir invité pour cette journée. Je mesure la difficulté qu'il y a à avoir une attention en fin de cette journée dans un amphithéâtre dont je sais qu'il y fait chaud. Voilà, dans moins de 9 mois, la cathédrale rouvrira ses portes puisque un peu plus de 5 ans après son incendie, le 8 décembre prochain, ou plus exactement le 7 décembre au soir, l'archevêque de Paris, après l'inauguration qui en aura été faite en principe sur le parvis par le président de la République, l'archevêque de Paris poussera pour la première fois les portes de sa cathédrale pour y entrer. Quand on voit le chemin parcouru, on ne peut être qu'émerveillé par tout le travail qui a été accompli sous la responsabilité de l'établissement public pour la restauration de Notre-Dame de Paris, qui a été créé, vous vous en souvenez, par une loi de juillet 2019, quelques mois après l'incendie. Notre-Dame, que nous retrouverons en décembre prochain, ne ressemblera pas beaucoup, honnêtement, à celle que nous avons quittée, tant la blondeur de la pierre, l'éclat de la lumière à travers les vitraux, la beauté des peintures nous redonnera quelque chose de très nouveau par rapport à ce que nous avions connu. Cependant, quand on regarde le chemin à parcourir encore, on peut faire monter d'ardentes prières pour que le 8 décembre prochain, la cathédrale ouvre bien. Mais comme tous nous y croyons, tous nous réussirons. Je voudrais juste mentionner quelques points qui me paraissent aujourd'hui essentiels. Le premier est l'état du chantier mené par l'établissement public. Ceux qui ont eu le loisir de passer à côté de Notre-Dame ces derniers jours ont vu que dans le ciel de Paris apparaît maintenant la flèche, avec à son sommet le coq que l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, a béni il y a quelques semaines. Premier acte liturgique sur la cathédrale, après l'incendie, en y mettant dedans aussi bien les reliques qui étaient dans le coq précédent que le nom de tous les compagnons qui ont travaillé sur la charpente et sur la flèche. Cette flèche a été recouverte pour l'aiguille de plomb. Elle est maintenant déséchafaudée. Elle sera totalement déséchafaudée fin mars, même si la base de la flèche ne sera pas encore couverte de plomb. On peut le voir en bois. Un nouvel échafaudage apparaîtra en octobre, après la fermeture de la voûte de la croisée du transept, pour finir cette couverture en plomb. Par ailleurs, avance aussi le voligeage de la charpente de la nef et du chœur. Autant vous dire que ce travail des charpentiers est un travail absolument magnifique. J'ai eu l'occasion à 2 reprises d'aller en Maine-et-Loire pour bénir les charpentes, les grumes d'abord, puis la charpente montée à blanc. C'est une très belle expérience et ça reste pour moi un très beau souvenir de ces années de chantier. Les archéologues finissent leur travail à l'intérieur de la cathédrale, puisque si la loi de 2019 qui met en place l'établissement public a dérogé à un certain nombre de règles du code de l'urbanisme, il n'a pas dérogé aux règles du code du patrimoine. Et donc il faut qu'il y ait des fouilles préventives. Vous imaginez bien que quand on creuse dans une cathédrale qui a 860 ans, on trouve.
Et donc, chaque fois qu'on fait un trou, on trouve quelque chose. Donc aujourd'hui, les trous, si j'ose dire, après qu'on ait trouvé des vestiges du Jubé, après qu'on ait trouvé nombre de sépultures, qu'on ait trouvé les fondations des édifices antérieurs à la cathédrale, ces fouilles vont se terminer et j'espère bien que les fouilles programmatiques qui sont prévues une fois l'ouverture de la cathédrale pour que devant le chœur on puisse retrouver d'autres choses, que ces fouilles n'auront pas immédiatement les crédits nécessaires pour être accomplies. D'ardentes prières. À l'intérieur de la cathédrale, le travail important qui a lieu en ce moment est le travail sur le chœur de Viollet-le-Duc, notamment avec le nettoyage qui est achevé du vœu de Louis XIII, avec la dorure des grilles et le décapage qui était peu prévisible et peu certain au départ des stalles. Tout cela donne quelque chose de vraiment extrêmement beau, extrêmement fort, avec ce qu'on n'imaginait pas, une force de cette architecture qui redonne aussi bien l'élévation gothique de la cathédrale, ce qui est très important quand on entre dans la cathédrale, de voir cette élévation gothique, que sa largeur, puisqu'avant l'incendie, les chapelles des collatéraux étaient tellement noires que l'on avait l'impression de ne voir que la nef. Aujourd'hui, quand on se place du côté nord, on voit jusqu'au bout de la chapelle du côté sud. Donc la cathédrale reprend une autre dimension qui est assez impressionnante. À l'intérieur, il y a le chantier qui est très long, très, très minutieux, qu'on appelle le macrolot technique, qui consiste à passer tous les câbles. Et vous imaginez combien il y a de kilomètres de câbles, ou peut-être vous n'imaginez pas, mais je crois qu'il y a 200 kilomètres de câbles à l'intérieur de la cathédrale. Or, le diocèse intervient dans son chantier une fois que les câbles sont posés, c'est-à-dire que l'établissement public pose les câbles et nous, en gros, on pose les ampoules. Et donc, il faut bien que tout soit posé pour que nous puissions, nous, faire le chantier qui nous incombe. Et c'est sur ce deuxième point, sur ce chantier qui nous incombe, que je voudrais m'arrêter un instant avec vous. L'affectataire avait 6 chantiers majeurs qui lui étaient confiés. Le premier est celui du mobilier liturgique, du choix du mobilier liturgique. L'autel avait été partiellement détruit par la chute de la flèche en raison de l'effondrement de la voûte. Et le choix des archevêques successifs de Paris a été de recréer un mobilier liturgique pour la cathédrale. Un appel d'offres a été lancé en octobre 2022 qui a permis à 69 candidats de présenter un projet. L'archevêque de Paris a réuni un comité artistique composé de membres désignés par le ministère de la Culture, par le diocèse et d'experts en art contemporain, en histoire de l'art. Ce comité artistique a examiné l'ensemble des candidatures par l'intermédiaire d'un comité technique, en a retenu 17 qu'il a vraiment examinées, et l'archevêque, sur ces 17, en a retenu 5. Ce sont ces 5 artistes qui ont concouru, et le 23 juillet 2023, l'archevêque a donc annoncé qu'il avait retenu Guillaume Bardet pour dessiner les 5 éléments du mobilier liturgique, le baptistère, qui sera à l'entrée de la cathédrale, l'autel à la croisée des transepts, l'ambon, qui sera du côté sud, au pied de la Vierge de Notre-Dame de Paris, la cathèdre qui retrouvera la place qu'elle avait autrefois au pilier nord, et le tabernacle qui sera sur l'autel de Viollet-le-Duc au fond de la cathédrale. L'archevêque de Paris avait donné quelques conditions pour ces mobiliers. Il avait souhaité qu'ils soient parfaitement adaptés à la liturgie de Vatican II. Il avait désiré qu'ils s'intègrent dans l'architecture et dans l'histoire de la cathédrale sans avoir d'effet de rupture, mais qu'en même temps, il ne soit pas l'effet d'une mode, mais qu'il puisse traverser les siècles. Et il avait conclu en disant « Je souhaite qu'il intègre parfaitement ce que le Concile dit de la noble simplicité de la liturgie qui doit se vivre. » Et c'est en répondant à cela, en prenant en considération ces différentes caractéristiques, qu'il a choisi Guillaume Bardet, qui était le seul à présenter un mobilier en bronze. Et l'archevêque a pensé que le bronze ne faisait pas concurrence à la pierre qui avait un éclat renouvelé et que donc il permettait d'avoir une présence alors même qu'il n'y a pas d'offices qui sont célébrés. Car c'est une de ses préoccupations, et une des miennes également comme recteur, c'est de faire de cette cathédrale un véritable témoignage de foi. Comment est-ce que les 15 millions de visiteurs que nous attendons en 2025, ils étaient 11 millions en 2018,
comment ces 15 millions de visiteurs vont pouvoir découvrir qu'il y a dans ces pierres pas simplement un édifice patrimonial, mais aussi une communauté qui célèbre chaque jour, et que cette cathédrale a été bâtie pour la gloire de Dieu. Et un des éléments est que le culte puisse être célébré au milieu des visiteurs, et c'est donc pourquoi toutes les célébrations liturgiques auront lieu à l'autel de la Croisée des Transepts, et plus comme avant dans un hôtel, l'hôtel de Viollet-le-Duc, ou un hôtel dans le cœur des Chanoines. Et c'est pourquoi aussi nous allons multiplier les offices à l'intérieur de la cathédrale, en plus des 3 messes quotidiennes qui y ont lieu. Mais aussi, il était important que lorsqu'il n'y avait pas d'office, le mobilier liturgique apparaisse comme un signe lui-même de ce pourquoi cette cathédrale a été construite. Et donc l'autel, qui a une forme, vous l'avez vu, de table, et le baptistère, auquel on ne peut pas se tromper, l'eau est figurée sur son couvercle, ces éléments-là veulent manifester véritablement le témoignage de foi à l'intérieur de la cathédrale. Le deuxième chantier qui incombait à l'affectataire est celui des assises, car il est nécessaire qu'une communauté puisse s'asseoir, mais aussi que les visiteurs puissent se reposer, on en a parlé. Ces assises, elles ont vécu une histoire un peu tourmentée, avec des bancs qui avaient d'abord été choisis, puis finalement, le choix s'est porté sur des chaises. Nous avions parlé de chaises silencieuses, c'est-à-dire que les chaises, pour nous, elles devaient s'effacer devant le mobilier liturgique. C'est cela qui est le plus important. Et donc, ces chaises ont une présence qui est moindre que les 5 éléments dont j'ai parlé. Après un appel d'offres fermé à 5 designers, c'est Yona Vautrin qui a été choisi pour un modèle de chaise relativement basse, à barreaux, pour permettre que la lumière passe et qu'on puisse voir le sol à travers ces chaises. Aujourd'hui, 150 chaises par mois sont fabriquées dans les Landes et elles vont intégrer la cathédrale petit à petit. En plus de cela, Yona Vautrin va construire des bancs, des agenouilloirs et des prie-dieux, non pas pour l'ensemble de la cathédrale, il y a 1500 chaises dans la cathédrale, c'est une petite cathédrale, mais pour un certain nombre de rangs. De la même façon, à Guillaume Bardet ont été commandés d'autres objets qui sont importants, des mises à distance, 4 encensoirs, un ostensoir, un calice, une patène, un vase, les chaises, les sièges en dehors de la présidence. C'était pour nous une très grosse question de savoir où on pouvait mettre le recteur, par exemple, lorsque en dehors de la cathèdre. Donc il y a le fait que l'ambon soit au pied de la statue de la Vierge a redessiné l'espace liturgique et donc nous a invités à réfléchir autrement. Donc voilà le deuxième chantier, celui des assises, donc, qui est en bonne voie. Le troisième chantier est celui de l'aménagement des chapelles. Ce n'était pas a priori quelque chose de si évident qu'il nous soit confié. Au début, juste après l'incendie, le ministère de la Culture nous a fait savoir que tout ce qui concernait les chapelles serait de son propre ressort et que c'est notamment la DRAC qui s'en occuperait. Nous nous sommes battus pour dire que la cathédrale était totalement affectée au culte, dans sa totalité, et que ces chapelles étaient donc des chapelles de dévotion, qu'elles étaient donc liées particulièrement au rôle de l'affectataire et qu'il nous revenait de voir tout l'aménagement de ces chapelles. Pour le réaménagement de ces chapelles, nous sommes partis de la volonté de faire vivre aux visiteurs un chemin de pèlerinage et qu'il nous paraissait important qu'ils puissent découvrir quelque chose de notre foi. J'aime personnellement beaucoup ce nom de visiteur parce que ce à quoi je voudrais inviter tous ceux qui rentreront à la cathédrale, c'est à faire une visitation, c'est-à-dire une rencontre. La rencontre du Christ en voyant des croyants, mais aussi la rencontre de Dieu par l'art. Et donc, tout ce que nous avons voulu, tout ce que nous avons mis en place, c'est de permettre pour ces visiteurs qui, en gros, resteront 40 minutes dans la cathédrale, de vivre une rencontre. Nous sommes partis de ce qui est invariant dans la cathédrale, c'est-à-dire la clôture du chœur. La clôture du chœur, du côté sud, parle de la naissance et de la vie publique du Christ, et du côté nord, parle de la naissance et de la vie publique du Christ, et du côté sud, parle de la résurrection du Christ. Très légitimement, entre la vie publique du Christ et la résurrection, il y a la passion, et c'est donc dans la chapelle axiale que nous avons décidé de mettre le reliquaire de la couronne d'épines, un reliquaire nouveau, qui a été confié à Sylvain Dubuisson, et qui se veut monumental par respect pour l'aspect monumental de l'œuvre et aussi pour la relique qu'il referme.
Ce reliquaire, qui est sous forme d'une grande paroi de bois faite de cabochons de verre et d'or, avec une coupole pour avoir la couronne d'épines à l'intérieur, pose des questions très importantes de sécurité. La couronne est propriété de l'État. La question de son assurance ne se pose pas en tant que telle, mais en revanche, la question de sa garde n'est pas si simple que cela. Et donc les questions de sécurité nous invitent à repenser le mode premier que nous avions de mettre la couronne tout le temps dans cette vitre, même si elle était fermée par un volet, mais il est nécessaire de mettre un coffre extrêmement fort pour contenir cette relique. Mais je pense que nous sommes maintenant arrivés au bout de nos efforts pour le dessin de ce reliquaire. Avant la clôture du chœur, il y a les 2 allées avec les chapelles des collatéraux. Les visiteurs qui entreront dans la cathédrale rentreront par le portail du jugement dernier, portail central, seront invités à faire le tour inverse de ce qu'ils faisaient autrefois, c'est-à-dire maintenant de faire le tour assez classique du nord au sud, des ténèbres à la lumière. Et dans l'allée du nord, que l'on a appelée l'allée de la promesse, nous avons mis une nouvelle titulature des chapelles, puisque ce qui conduit à la naissance du Christ, ce sont bien les personnages de l'Ancien Testament. Et donc ces 7 chapelles du nord sont consacrées à 7 personnages de l'Ancien Testament associés à un thème. Ainsi, il y aura la chapelle de Noé et de la création, la chapelle d'Abraham et de la bénédiction, la chapelle de David et de la prière, la chapelle d'Isaïe et du service, etc., etc. Ces chapelles, donc, nous conduiront très naturellement vers la clôture du chœur. En sortant côté sud, après la clôture du chœur sur la résurrection, ce sera l'allée de la Pentecôte et les 7 chapelles du côté sud, du collatéral sud, seront consacrées à des saints avec un lien à Paris, et un don de l'Esprit Saint, associé à un don de l'Esprit Saint. Donc c'est une cohérence que nous avons voulu pour cette visite, un parcours de pèlerinage et catéchétique avec un certain nombre de stations pour tous les pèlerins qui viendront, et nous invitons les diocèses qui le souhaitent à venir en pèlerinage à Paris à partir de l'été 2025, parce qu'avant, il nous faut accueillir l'ensemble des visiteurs qui viendront. C'est une cohérence retrouvée que nous avons voulu. Dans ce travail et dans cet immense chantier, il y a eu la redistribution de l'ensemble des œuvres, puisque la règle qui nous avait été imposée, c'est que toutes les œuvres qui étaient sorties de Notre-Dame au moment de l'incendie devaient y rentrer. Cela ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas en mettre d'autres, mais il fallait que toutes les œuvres y rentrent. Et donc, il y a eu un travail extrêmement minutieux mené par l'équipe de la cathédrale, en lien avec les services de la DRAC, pour réaménager, pour redistribuer les tableaux, les statues et l'ensemble de ce qui ornait la cathédrale. Un mot peut-être sur les mets. Vous savez qu'entre 1630 et 1708, la confrérie des orfèvres offrait chaque année un immense tableau à Notre-Dame. Ces mets, avant Viollet-le-Duc, étaient placés dans la nef de la cathédrale. Nous avons cherché par tous les moyens à les replacer dans la nef de la cathédrale parce qu'ils illustrent bien, il y a un cycle sur Saint-Pierre et un cycle sur Saint-Paul, parce que ces mets illustrent bien quelque chose de l'histoire du peuple de Dieu qui va à la rencontre du Christ, qui se trouve sur l'autel à la Croisée des Transepts. Pour des raisons techniques, il a été impossible de les passer là, parce que si au XVIIIe siècle on pouvait les faire en mettant des poutres sous les mets, aujourd'hui la DRAC est un peu plus sévère sur ces questions-là et ne nous a pas permis de vivre cela. Donc les mets seront redistribués dans les chapelles des 2 collatéraux, mais dans un cycle qui a été retrouvé en reprenant des mets dans tel ou tel autre endroit à l'extérieur de Notre-Dame, qui nous seront mis en dépôt. Donc ce souhait de faire vivre quelque chose de fort à l'ensemble des visiteurs est quelque chose qui me paraît assez important et en tout cas qui est beau et qui est assez porteur. Autre chose que je voulais dire, c'est que si ces chapelles sont des lieux de dévotion, cela veut dire que dorénavant on pourra y rentrer, on pourra y prier, et en même temps il est important qu'il y ait dans la cathédrale des lieux plus spécifiquement dédiés à la prière. Ce sera notamment le cas autour de la chasse reliquaire, avec une possibilité de prier, dans une chapelle adjacente, plutôt celle juste après, qui sera véritablement un lieu de prière, et puis
devant le Saint-Sacrement, un peu plus loin, à l'intérieur du chœur des moines, sera installé également un lieu de prière devant le tabernacle, lequel tabernacle s'ouvre assez facilement pour devenir un lieu, je sais pas, un espace d'adoration. Enfin, dans ces chapelles et dans ce circuit, nous avons travaillé à avoir 2 lieux de confession, notamment pour permettre, 1, au début du parcours, à ceux qui le souhaitent de se confesser, 2, à ceux qui finissent le parcours, frappés par la grâce, de se confesser également. Donc j'espère que ces chapelles de confession se seront prêtes pour la réouverture. Ce n'est pas encore certain. 3e chantier que nous avons mené, c'est celui du trésor. Le trésor de la cathédrale est dorénavant un véritable musée à l'intérieur même de la cathédrale. Nous l'avons redessiné entièrement grâce à une scénographe, Nathalie Crinière, reprenant l'ensemble des objets qui étaient exposés, mais également en mettant en place une médiation culturelle, notamment avec des éléments 3D vraiment importants. Donc je crois que ce sera vraiment un plus dans la cathédrale aujourd'hui que de travailler à ce trésor. Un comité scientifique a été mis en place pour réfléchir à tout cela. Et je pense que c'est quelque chose qui sera important. Autre chantier sur lequel nous travaillons, la question de la signalétique informative, bien évidemment, mais aussi signalétique culturelle, puisque la médiation, comme dans la cathédrale, comme pour le trésor, occupe une large place. Et il était important pour nous que cette signalétique ne soit pas simplement quelque chose qui puisse être beau, mais qu'elle puisse être commune avec nos principaux partenaires, donc avec la ville de Paris et avec le CMN qui a en charge le circuit de visite des tours de la cathédrale. Et nous sommes en train d'établir un accord. Nous avons, nous, mis en place une typographie spécifique, une police, la police Notre-Dame, d'écriture, et c'est cette police qui va être utilisée aux abords de la cathédrale et par le CMN pour qu'il y ait une unité de signalétique. Je voudrais dire encore 2 mots sur des éléments de ce chantier. Le premier, c'est les tapisseries. Dans les chapelles du collatéral nord, le mur est se trouve vide. Vous savez que ces chapelles ont été décapées dans les années 70 par l'architecte en chef des monuments historiques de l'époque et qu'elles n'ont donc plus les peintures de Viollet-le-Duc. La blancheur des murs nous a invités à y mettre un peu de couleur. Et nous avons pensé que les tapisseries étaient un art très ancien qui avait une place dans les cathédrales et qu'il était important de retrouver une place pour des tapisseries dans la cathédrale. Nous avons donc passé commande au Mobilier National de 6 tapisseries et aux ateliers d'Aubusson d'une tapisserie. Et donc nous sommes en train de mettre en place ces tapisseries en faisant appel à différents possibles des peintres ou artistes qui seraient capables de faire les cartons, le mobilier réalisant les tapisseries, ainsi que les ateliers d'Aubusson. Donc là aussi, il y a un comité de pilotage pour ces tapisseries. Mais une tapisserie, c'est très long. Ce sont des grandes tapisseries de 5,50 m sur 3,50 m. Et donc, les premières apparaîtront sans doute en 2028. Et nous voudrions qu'elles reprennent la tradition des mai et qu'elles soient livrées le 1er mai de chaque année qui viendront. Donc ça, c'est je crois, quelque chose qui est important. L'autre chose qui fait couler pas mal d'encre, vous le savez, c'est les vitraux. Les vitraux de la cathédrale. Je ne vous dirai pas qui a eu l'idée de ces vitraux, car je ne sais pas qui, du président de la République et de l'archevêque de Paris, a évoqué la première fois ces choses-là. Je ne suis pas dans le secret de leur conversation. Ce qui est sûr, c'est que c'est un désir convergent du président de la République et de l'archevêque de Paris d'avoir des vitraux pour 6 des 7 chapelles du collatéral sud, la 7e chapelle ayant le vitrail de l'arbre de Gessé, lequel ne peut pas être enlevé. La cohérence de ces chapelles de Viollet-le-Duc avait déjà été détruite, notamment dans les années 70, puisque les chapelles avaient été grattées et que les vitrails de Viollet-le-Duc avaient été mis en place en tenant compte de la peinture de ces chapelles. Cette cohérence donc n'existe plus et il nous a semblé que des vitraux étaient possibles pour remettre de la lumière dans ces chapelles
en veillant là aussi à ce qu'il n'y ait pas d'effet disruptif par rapport à l'architecture de la cathédrale, et que par ailleurs l'équilibre de la lumière entre le nord, où demeurent les grisailles, et le sud soit respecté. D'autre part, il y a 2500 mètres carrés de vitraux à Notre-Dame. Sur ces 2500 mètres carrés de vitraux, 10%, 250 mètres carrés, sont d'époque médiévale, 80% sont du 19e et du 20e siècle. Donc il y a toujours eu, et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important, la cathédrale passe les siècles. Notre-Dame passe les siècles. Et si Viollet-le-Duc a été une étape marquante, parce qu'il a réinventé la cathédrale, il ne faut pas se leurrer, il a réinventé la cathédrale, les siècles auparavant ont marqué aussi de leur empreinte Notre-Dame. Et donc je crois vraiment que ajouter une touche aujourd'hui à Notre-Dame n'est pas défigurer Notre-Dame, mais continuer une histoire qui ne s'est pas figée avec Viollet-le-Duc. Ces vitraux, vous savez, nous ne sommes qu'au début d'un processus qui prendra du temps, même si le président de la République aurait bien aimé qu'ils soient tous en place le 8 décembre prochain. Mais nous ne sommes qu'au début du choix des artistes en faisant beaucoup de pédagogie, car vous imaginez bien que les conservateurs du patrimoine ne sont pas tous emballés à cette idée-là. Donc nous sommes petit à petit en train, dans ce comité où siègent d'éminentes personnalités, de réfléchir comment ils peuvent être le mieux à même d'intégrer cette dimension de la Pentecôte, puisqu'ils seront dans l'allée de la Pentecôte, donc le programme que nous fixons aux artistes, et de pouvoir prendre quelques phrases des Actes des Apôtres, du récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, pour en faire des vitraux. Parallèlement à cela, un certain nombre de chantiers en parallèle doivent être menés et que nous menons. Chantier sur l'accueil. Comment accueillir 15 millions de visiteurs ? 15 millions de visiteurs en pensant qu'à partir de l'été 2025, nous n'avons plus de parvis pendant 3 ans, puisque la ville de Paris commence alors ses travaux d'aménagement des abords, qui consistent à piétonniser la rue le long de Notre-Dame au nord, de refaire les jardins au sud et de réaménager tout le parvis. Donc l'ensemble du parvis, à partir de juin, je souhaite septembre 2025, ne sera pas utilisable. Donc vous imaginez les questions insurmontables de gestion de flux auxquelles nous sommes confrontés. Deuxième chantier important que nous avons, c'est de repenser la liturgie à l'intérieur de la cathédrale, dans un espace liturgique qui a été modifié, avec des acteurs qui ne sont plus les mêmes, pour faire en sorte que cette liturgie soit, comme je le disais, un véritable témoignage de foi. Il nous faut bien évidemment imaginer la célébration de réouverture. La réouverture de la cathédrale s'étendra du 8 décembre 2025 au 8 juin 2025, c'est-à-dire au jour de la Pentecôte. Ces 6 mois seront les 6 mois de la réouverture, avec à chaque fois un certain nombre d'inaugurations et d'invitations spécifiques. Pendant ces 6 mois, il y aura une semaine particulière, l'octave de la réouverture, du 8 au 15 décembre, avec déjà la veille, le 7 décembre, donc l'ouverture des portes et le réveil de l'orgue. Le 8, la consécration de l'autel. Le 9, une invitation pour tous les prêtres de France qui le souhaiteront. Et puis, après, dans la semaine, des invitations particulières, en veillant à ce que tous les fidèles puissent entrer dans cette cathédrale. D'ailleurs, nous désirons qu'il y ait une entrée spécifique pour les fidèles, ce qui n'existait pas avant, pour leur permettre de venir participer aux offices et prier sans être obligés de faire la queue. La question de la gestion des flux est importante, c'est pourquoi nous avons imaginé qu'il y ait des files d'attente dématérialisées sur le parvis de la cathédrale ou aux abords de la cathédrale, pour que les gens puissent s'inscrire lorsqu'ils verront qu'ils ont 45 minutes d'attente et puis pouvoir visiter d'autres sites en ayant une entrée privilégiée à la suite. Je termine en disant qu'une des difficultés sans doute de ce chantier, outre son aspect honnêtement très gigantesque, c'est la multiplicité des partenaires. Entre l'établissement public, présidé par Philippe Jost, avec le ministère de la Culture, avec la DRAC et ses différents étages, avec la présidence de la République, avec les politiques, il y a une belle unité, une belle concorde, beaucoup de volonté commune d'arriver, quelquefois des petites dissensions, mais pas trop, finalement. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point de signer un certain nombre de conventions,
notamment avec le CMN, sur le partage des recettes, sur le partage des dépenses, sur l'usage du presbytère. Et j'ai bon espoir que nous arrivions aussi à trouver facilement une convention à signer avec l'établissement public sur les travaux de la phase 3, qui commencera dès 2025, et qui consiste aux travaux du chevet de la cathédrale et des arcs-boutants de la nef. À la différence des 5 années précédentes, ces travaux se feront en site exploité, et donc je redeviendrai pleinement affectataire, même si je n'ai jamais cessé de l'être, mais je n'ai pas pu exercer mon rôle puisque je n'ai plus les clés de la cathédrale. Mais lorsque j'aurai à nouveau les clés de la cathédrale, il faudra que les travaux tiennent compte du culte qui sera célébré. Je vous attends donc à partir de décembre 2024. Vous y serez chaleureusement, je l'espère, accueillis. Merci beaucoup, cher Olivier, pour ces nouvelles enthousiasmantes finalement du projet phare du moment. J'aime bien dire quand même que derrière, parce que je n'ai pas inventé la formule, mais derrière Notre-Dame, il y a 42 000 autres Notre-Dame en France. C'est Stéphane Bern qui dit ça. Voilà, ça veut dire qu'on a tous aussi, là où on est planté, la responsabilité d'un chantier, alors certes pas aussi médiatique, pas aussi emblématique, mais on sent malgré tout, parce que j'étais recteur de cathédrale à l'époque intérimaire, à l'époque de l'incendie de Notre-Dame, et je me souviens aussi de l'attention accrue que l'État a apportée sur toutes les cathédrales du pays dans les 6 mois qui ont suivi. Donc on sent vraiment que voilà, Notre-Dame, c'est un chantier qui est enthousiasmant, c'est-à-dire qui véritablement porte d'autres chantiers à sa suite. Et merci des échos que tu nous en as donnés. Avant qu'on entende Monseigneur Planet qui va essayer, lourde tâche, de récapituler la journée, de la ressaisir dans son ensemble, est-ce que tu acceptes de répondre à 2 ou 3 questions éventuellement ? Oui, bien sûr. Je suis sûr qu'il y en a. Adrien Lacoste. Oui, cher Olivier, tu as évoqué à plusieurs reprises les créations du mobilier, création d'orfèvrerie, mais on n'a pas parlé éventuellement de création de nouveaux jeux de paramantique pour la cathédrale. Est-ce que c'est ton projet? Est-ce qu'il y a des idées à ce sujet-là? Bien sûr, il y aura la création de jeux de paramantique. C'était sur mon papier, mais je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas regardé mon papier. Mais bien évidemment, d'ailleurs, des personnes qui travaillent dans cette salle ardemment sur ce sujet me voudraient de ne pas en parler. Mais nous avons confié effectivement à quelqu'un de bien connu un jeu de paramantique, et il y aura un autre jeu de paramantique que nous confions à des jeunes. Donc la paramantique ne sera pas oubliée. Et est-ce que le patrimoine campanaire qui a disparu au moment de l'effondrement de la flèche sera restitué? Le patrimoine campanaire est surtout dans les tours de Notre-Dame, dans les beffrois, et il n'a donc pas disparu. Non, mais dans la flèche. Bon, il n'y a pas grand-chose au point de vue campanaire. Sophie, Laurent. Concernant le projet des vitraux contemporains, qui finance? L'État. L'État sera propriétaire des vitraux, oui. Comme l'État sera propriétaire des tapisseries, sauf de la dernière. Dernière question, en appuyant sur le micro, et en parlant dans le micro. De l'hôtel, que devient l'hôtel de Jean Touret? Est-ce qu'il est cabossé? Est-ce qu'il ira dans une autre église? Donc il y a aujourd'hui des pourparlers entre les ayants droit de M. Touret et ses fils, et quelques interlocuteurs pour voir où cet hôtel retrouverait une place légitime et digne de ce qu'il est. Merci. Vraiment une toute dernière. Oui, et la croix de Marc Couturier? Elle est toujours là. Parfait. Olivier, encore un très très grand merci d'avoir été avec nous toute la journée et de ce que tu nous partages. Monseigneur. L'abbé Munier, dans son journal, raconte que le jour des funérailles du maréchal Foch, il était à dîner chez Madame de Noailles. Et le jeune Jean Cocteau déboule, et lui était allé aux funérailles, pas les autres, et fait un compte-rendu en disant « Les vessis soyez sur les visages ». Je vous laisse le soin de regarder le mien. Nous sommes donc au bout de la journée, on ne nous aura rien épargné, il y a
pas eu un moment. Enfin, quoique, j'ai vu que le président de séance s'absentait un moment. Ah oui. Mais pas les autres. Et donc, ce que je veux d'abord faire, c'est remercier tous les intervenants. Je crois que nous avons... Enfin, je ne pense pas imposer un point de vue qui me soit personnel. Nous avons tous eu une belle journée avec une foule d'informations, d'idées. On a senti la passion des intervenants à l'intérieur. On a eu des propositions concrètes, ce qui n'est pas toujours très fréquent dans cette maison. Et nous avons pu aussi mesurer ce que nous connaissons nous-mêmes. Voilà. Alors, que dire d'autre? Que nous n'avons pas tout résolu, qu'il reste encore plein de questions, plein de propositions à faire, que les grâces de l'État sont réparties inégalement selon la grande gueule de l'évêque ou éventuellement à des dispositions du diocèse au nord ou au sud de la Loire, mais que néanmoins, nous avons la chance de partir avec un certain nombre de choses, et notamment ce rappel de savoir faire appel au CAUE, qui de fait sont très souvent carrément oubliés. En même temps, je me dis, il faut aussi que parfois nous ayons clairement dans la tête l'idée de ce dont nous parlons. Par exemple, oui, il faut ouvrir les églises. Est-ce que l'unique habitante de la commune de Féline-sur-Rimandoul dans la Drôme, qui est protestante, va aller ouvrir l'église pour y dire le chapelet le samedi? Je n'en suis pas complètement convaincu. Ou bien est-ce que le maire de Feste-Saint-André, dans mon beau diocèse que j'ai quitté, qui pour 137 habitants a 2 églises qui doivent lui faire 800 places une fois additionnées, peut être tenu de tout entretenir. Donc c'est aussi ces réalités-là. Mais derrière, je crois qu'il y a en effet un enjeu, vous l'avez souligné. Simplement, je crois qu'il faut qu'on revienne sur les questions de ce monde rural qui est aujourd'hui en train de disparaître. Et peut-être, parce que je me revendique dans la lignée des évêques utilitaristes du XVIIIe siècle qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être qu'il faudra aussi garder un peu de leur esprit devant un certain nombre de décisions à prendre. Nous ne sauverons pas tout, ne serait-ce que parce qu'un certain nombre de villages sont appelés purement et simplement à disparaître. Dans un diocèse, que vous avez un village de 9 habitants, dont la moyenne d'âge est supérieure au mien, ce qui déjà dit quelque chose, l'avenir de ce village, à mon avis, est réglé, et la grande église qui est au milieu aussi. Mais par contre, il y a sans doute aujourd'hui des choses à refaire. Alors nous avons beaucoup insisté sur les églises partagées, c'était le but. Nous avons vu que beaucoup d'endroits, déjà, ont ces partages. Dans beaucoup de choses qui nous ont été proposées, on a pu reconnaître des choses qui existent chez nous, déjà. On a pu voir aussi parfois des ouvertures intéressantes auxquelles nous n'avions pas nécessairement et complètement pensé. Eh bien, je crois que c'est tout ça qu'il faut ramener dans nos commissions d'art sacré, sans oublier, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de répondre à l'enquête qui a été faite et qui m'a valu... Enfin, Monsieur le Président dit que c'est rentré, c'est vrai, mais ça m'a valu quelques remarques de quelques-uns de mes frères évêques, dont certaines sont même parvenues en copie jusqu'ici, qui trouvaient qu'on leur demandait quand même un travail un peu écrasant. Mais grâce à vous, il n'a pas écrasé les évêques, et il ne les écrasera pas. Donc c'est d'y répondre le plus possible. Voilà, merci pour être venu jusqu'à nous, merci pour cette journée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ce qu'on a dit. Merci beaucoup.